Voilà, je sais que tout le monde n'est pas là, mais je vais commencer parce que c'est un simple exemple. Je voulais commencer ce cours par un exemple de l'intérêt de savoir résoudre, de façon approchée des équations différentielles. Alors là, vous avez, projeté, le scénario, catastrophe qui s'est produit lors du lancement d'Apollo 13. C'était en 1967, je crois, 67 ou 68. Et donc c'était un voyage, hein, préliminaire pour l'alunissage. Donc le projet, c'était tout simplement de faire le tour de la Lune et de revenir sur la Terre. Et à un petit moment donné du projet, donc c'est par ici, hein, ils étaient proches de la Lune, beh, ils ont eu un incident. Donc il y a eu un incendie, je crois, dans une partie de leur, de leur véhicule, pour aller sur la Lune, bien sûr. Et donc ils ont dû s'en détacher et donc ils avaient plus très bien les commandes de leur appareil et il a bien fallu faire quelque chose. Et du coup, en fait, ils sont, comme on dit, ils ont commencé à être obligés de diriger, de naviguer, manuellement. C'est-à-dire que le ce qu'ils avaient prévu comme trajet n'a pas pu se faire et donc ils devaient calculer en permanence, tout le long de ce trajet-là, ils devaient calculer en permanence les petites modifications de trajectoire, les petites poussées qu'ils devaient donner pour alors là, par exemple, pour se mettre proprement en orbite autour de la Lune, puis ensuite utiliser l'effet de fond pour ensuite revenir sur la Terre et arriver sur la Terre, puis après là, il fallait faire, un petit peu le tour de la Terre avant d'atterrir, pardon. Et tous ces calculs-là, bah, en fait, c'est des calculs, c'est des résolutions d'équations différentielles puisque grosso modo, bah, vous avez une masse qui est, prise dans un champ de pesanteur. Alors c'est plutôt l'attraction gravitationnelle de la Terre et de la Lune. Évidemment, la Lune tourne en plus, et cetera. Et donc il faut tenir compte de tout ça, faire tous les calculs. Et à l'époque, bah, la NASA avait à peu près, la puissance de calcul, d'un iPhone. Il fallait faire tous les calculs sans se tromper, avec des ordinateurs pas très efficaces et ce sont des calculs d'équations différentielles. Donc il faut avoir d'excellentes techniques pour résoudre de façon approchée les équations différentielles. Hem, je vais passer là-dessus et je vais commencer le cours assez rapidement. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur à la question 2D de l'exo 2 du DS? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je peux regarder. Heu, alors, je prends mon sujet de DS. Exo 2, question 2D. Établir que f n'est pas dérivable à droite en 0. Il y a pas d'erreur, c'est pas dérivable. Ça se faisait avec le théorème des accroissements finis et le taux d'accroissement tendait vers l'infini, donc la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Ah, partie 2, question 2D. Heu, j'en vois pas. Qu'est-ce que vous pensez, Carmen, qu'il y avait comme erreur? Faut que je regarde Faut que je regarde plus en détail, mais là, a priori, en relisant l'énoncé, je vois pas d'erreur. Peut-être une faute de frappe à la limite, mais qui m'échappe. Bon, Carmen, je vous laisse, préciser votre idée, dans le chat et puis je regarderai ça plus tard. Allez, je commence le cours. Donc nous parlons aujourd'hui, du chapitre sur les équations différentielles. Alors à propos de ce chapitre sur les équations différentielles, je commence par 2 avertissements. Le premier, c'est que c'est un chapitre, que vous ne reverrez pas en deuxième année, enfin, il n'y aura pas un chapitre qui continuera ce chapitre-là en deuxième année, il va passer tel quel de la première année au concours. Alors que les autres chapitres, vous aurez des chapitres qui vont les prolonger l'année prochaine, donc vous réviserez le cours de sup pour continuer sur le cours de spé, mais pas sur celui-là. Donc il faut que vous preniez votre cours suffisamment bien pour pouvoir le relire l'année prochaine lorsque vous serez pendant vos révisions. Bon, bah, je sais, vu les circonstances, ça va être un peu compliqué. Je vous distribuerai, de toute façon du papier, au retour, à la fin du confinement. Donc vous pourrez remettre de l'ordre dans vos notes et me poser des questions, mais pensez-y bien, d'accord? Ça, c'est le premier. La deuxième chose que je dois expliquer, en fait, ce chapitre-là est orienté sur la maîtrise de 2 techniques de résolution d'équations différentielles. Il y a 2 techniques à maîtriser pour 2 types d'équations différentielles. Je vais parler d'autre chose pour vous expliquer le principe, vous expliquer un peu la philosophie, la façon dont on aborde les problèmes, mais grosso modo, à la fin, il y a 2 techniques à maîtriser.
C'est pour ça que je suis content de faire ce chapitre maintenant, en fait. C'est parce que vous allez pouvoir vous entraîner à la maison, faire des petits exercices, vérifier que les méthodes sont bien comprises. Et une fois que les méthodes sont comprises, ben, vous avez fini le chapitre. Il n'y a plus grand-chose à faire. Ensuite, s'il y a des équations différentielles dans un problème ou dans un exercice d'oral, vous avez une équation à résoudre. Et après, c'est l'analyse standard, des calculs de limites, des études de fonctions, etc., etc. D'accord? Donc c'est un chapitre assez pratique, même si au début, je vais, heu, je vais faire des commentaires généraux. Alors, notation du chapitre. Dans tout ce chapitre, n est un entier naturel, voilà, non nul. I est un intervalle. Alors, ben, comme d'habitude, l'aspect intervalle est très, très important, hein, est un intervalle de R. C'est très important puisque on va utiliser de l'intégrale, des recherches de primitives et ça ne se fait que sur des intervalles. Voilà, je continue. Alors, hop, quelques généralités. On appelle équation différentielle d'ordre n la donnée comme ça d'une relation de cette forme-là qui lie, alors, une fonction, ici la fonction, on va l'appeler y, une variable, la variable on l'appelle t, les dérivés de la fonction y', y seconde, etc., etc., jusqu'à la dérivée énième de y. Donc ici, vous avez noté, hein, dans le contexte de l'algèbre linéaire, eh bien, pardon, dans le contexte des équations différentielles, faut pas que je confonde, eh bien, l'inconnu, on l'appelle y, la fonction inconnue, on l'appelle y. C'est la fonction que l'on cherche. Donc c'est l'inconnu pour nous. T est la variable de cette fonction inconnue. Alors f est une fonction définie, à de Rn plus 1 fois i, donc i pour la valeur de t, R plus 1 c'est pour tous ces nombres-là, hein, 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, voilà. Et y est une fonction inconnue définie sur i, à valeur dans R et bien sûr n fois dérivable, puisque vous voyez je l'ai dérivée n fois. On appelle solution de l'équation différentielle toute fonction vérifiant cette relation. Alors je vais vous donner des exemples. Le premier exemple le plus simplissime, ah, hop, le premier exemple le plus simple, eh bien, c'est simplement l'équation différentielle définie sur R, y' égale 0. Là, il n'y a aucun souci. Alors attendez, je fais une pause parce qu'on me pose une question. À la place de une, c'était pas l'intégrale de 1 à x de... Bah oui, mais c'est i de n, ça. C'est i de n plus 2. Ah! Ah! Ah d'accord. Effectivement, vous avez raison. Heu, vous avez raison. Mais pourquoi j'ai fait ça? D'accord. D'accord, la première partie de la question, 2D, il y a une petite il y a une faute d'énoncé. Je l'avais pas vue. J'ai pas fait gaffe. Par contre, la suite est bonne, mais c'est un peu plus de travail. OK. C'est bizarre que je l'ai pas vu, j'ai dû faire un OK, très bien, vous avez raison, je regarderai ça. Bien, je continue le cours. Donc i égale r, y' égale 0, bah, c'est donc une fonction dont la dérivée est nulle. Vous savez à ce moment-là que forcément, quel que soit t appartenant à R, y de t égale constante, hein, c'est voilà, avec lambda, une constante appartenant à R. Voilà, c'est l'équation différentielle la plus simple que l'on peut étudier. C'est une équation, c'est la dérivée est nulle, hein, OK. Il y en a une autre que vous connaissez qui est définie sur R, c'est une équation différentielle de la forme y' égale y. Vous les connaissez très bien puisque, une des solutions que vous connaissez, c'est la fonction exponentielle. Mais en réalité, y est de la forme y de t est de la forme grand C exponentielle de t. En effet, on peut mettre une constante ici et ça reste toujours solution, d'accord? Quel que soit il existe C appartenant à R, tel que pour tout t appartenant à, alors je mets i parce que j'ai pas la place, y de t égale C exponentielle t. On va le démontrer, d'accord? Et en fait, il y a équivalence, c'est-à-dire qu'une fonction, heu constante est une dérivée nulle et là, une fonction de la forme C exponentielle t, eh ben, elle est égale à sa dérivée. Alors il y en a d'autres qui sont beaucoup plus importantes, en physique notamment. En physique, vous avez défini toujours sur R une équation différentielle de la forme y seconde égale oméga 0 carré y. Ça, c'est l'équation, de l'oscillateur harmonique. C'est une équation qui régit des, phénomènes périodiques, des phénomènes pulsatoires, je ne sais pas comment on dit, des phénomènes avec une fréquence, hein. On les résoudra à la fin du chapitre et puis on peut ajouter également à ce genre d'équation-là,
par exemple, un terme, par exemple, en lambda y'. Donc là, ce serait un amortissement. D'accord? Alors ces équations viennent pas de n'importe quoi. Celle-ci, par exemple, celle que je viens de donner, elle vient de la relation fondamentale de la dynamique appliquée à un phénomène oscillatoire, par exemple une masse au bout d'un ressort, un pendule dans un champ de pesanteur, etc. Et il y en a une autre que je voudrais vous donner qui est particulièrement de circonstance, toujours définie sur R. C'est l'équation de la forme y' égale R y facteur de 1 moins y. C'est l'équation logistique, je vous en ai déjà parlé parce qu'elle intervient en dynamique des populations. Il y en a, je vous ai fait la version, la variante avec des suites, donc c'était déjà une variante très importante et là, elle est aussi très, très importante, donc elle régit, si vous voulez, des développements de population, par exemple, je vous ai parlé des fameux lapins en Australie, hein. Il y a un terme ici, pardon, hop, voilà, là, il y a un terme de croissance, Y'. Y', c'est le taux de croissance de la population. Là, vous avez RY, donc c'est proportionnel à la population. Vous le savez bien, ou je vais vous le redire, je vous le redémontrerai plus tard, ça fait une croissance exponentielle. La population croît de façon exponentielle, mais ce n'est pas crédible, parce que ça veut dire qu'elle exploserait et qu'elle dépasserait les capacités du milieu. Donc on rajoute ce terme 1 moins Y qui a la particularité, si Y est plus grand que 1, de faire une croissance négative. Donc en fait, la valeur Y égale 1 va devenir une valeur d'équilibre. Hein, et vous avez dans ce genre d'équation, hop, voilà, dans ce genre d'équation, si vous avez ici, donc là je vais mettre Y, si, et là je mets la valeur 1. Alors la valeur 1, c'est la valeur conventionnelle d'équilibre de la population, peu importe, on pourrait mettre un grand N, là on dit que la population, la valeur standard c'est 1. Voilà, bon, c'est des fractions d'une véritable population. Si Y est plus petit que 1, eh ben Y va croître, voilà. Hein. Si Y est plus grand que 1, Y va décroître. Ce qui fait qu'en fait, si par exemple je pars d'ici, eh bien ma population va croître et tendre vers 1. Si je pars de là, elle va décroître et tendre vers 1. OK? Voilà, alors elle est très importante parce qu'en ce moment, évidemment, on étudie beaucoup la diffusion d'une maladie dans une population. Je vous dis pourquoi, pas besoin de détails. Eh bien voilà, ce genre de modèle peut être utilisé. L'idée, si vous voulez, c'est que notre virus va se développer tant qu'il peut, mais à un moment donné, la population des gens qui peuvent être atteints par le virus et qui peuvent le transmettre va être restreinte, ce qui fait que ça va restreindre la diffusion du virus. Bien, alors, je dois parler maintenant d'un autre problème. Quand on a comment dirais-je, quand on a une équation différentielle, on va résoudre l'équation différentielle, c'est ce que j'ai fait ici, mais j'ai simplement donné la forme des solutions, d'accord? Mais un problème est bien posé lorsque non seulement j'ai une équation différentielle, mais que j'ai également des conditions initiales. Les conditions initiales, c'est les valeurs au début de mon système. Alors pour vous donner un exemple, si je peux étudier par exemple un mobile dans un champ de pesanteur, voilà, donc là il y a la gravité G, mon mobile est ici, les conditions initiales, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est sa position à l'instant 0, donc x de 0, y de 0, et puis je vais donner également sa vitesse. Donc sa vitesse en 0, il y a deux coordonnées, hein, qui sont la dérivée en 0 de x, la dérivée en 0 de y. Voilà. Et bien ça, nous verrons, ça c'est les conditions de Cauchy, typiquement. Donc c'est les valeurs en 0, hein, ok. Voilà. Donc typiquement, ça c'est un problème de mécanique. J'ai mes équations du mouvement, c'est la relation fondamentale de la dynamique appliquée dans le référentiel terrain supposé galiléen. Donc c'est simplement la dérivée seconde de la vitesse qui est égale à la somme des forces, divisée par m. Et puis j'ai la position initiale et la vitesse initiale. Donc ça, ce sont les conditions de Cauchy. Hop, voilà. Ça, ce sont les conditions de Cauchy qui sont ici. Vous avez une autre forme de condition, c'est ce qu'on appelle les conditions de Dirichlet. Alors, on ne résoudra pas des problèmes avec les conditions de Dirichlet, mais je tenais à vous les citer parce que c'est un autre genre de problème. Par exemple, c'est quand vous avez une corde vibrante, donc vous avez par exemple une corde là qui est fixée entre deux points fixes, et puis vous pincez votre corde. Hop, voilà. Là, je pince ma corde, c'est-à-dire je la tire, je la sors de sa position d'équilibre. Alors ma corde vibrante, elle a une équation différentielle également
qui la régit. Donc, de mémoire, j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, c'est d de x sur... Alors, je suis en train de me tromper, voilà, je le savais. Donc, je vais appeler là L le petit écart. D de L sur D de x2, moins 1 sur c carré D de L sur dt2 égale 0. Ça, c'est l'équation de la corde vibrante. Et ça, c'est la position initiale. Et il y a un élément qui est très important, c'est que ma corde est fixée ici, ce qui fait que là, j'ai L de 0 égale L de grand L égale 0. Grand L étant là le point, donc hop, je vais voilà, là de 0 à grand L. Voilà, et ça, c'est plutôt une condition de Dirichlet, c'est-à-dire que je donne non pas la dérivée en 0, je donne la valeur en 0, bien sûr, mais je donne en plus des deux points fixes, et ça, c'est pour tout t, je dois avoir cette relation qui est vérifiée à tout moment. C'est également penser aussi à un tambour qu'on va faire vibrer, eh bien le bord du tambour est fixé. Voilà. L'intérieur il y a une position initiale parce que je vais donner un coup sur le tambour, l'intérieur va vibrer, mais le bord est fixé. C'est les conditions de Dirichlet. Alors, nous parlerons, nous, que des conditions de Cauchy dans la suite. D'accord? Les conditions de Dirichlet, on laissera ça pour un autre moment. Je vous montrerai, j'ai oublié de vous la préparer, mais je vous montrerai une vidéo demain qui est assez intéressante. Alors, les équations différentielles, il y en a d'énormes, il y en a des bouquins énormes, des encyclopédies. On sait en résoudre à la main beaucoup. C'est un peu passé de mode, parce que maintenant les ordinateurs résolvent les équations différentielles de façon approchée excellemment bien. On peut faire des simulations d'une extrême précision, c'est quelque chose de très contrôlé. Néanmoins, il y a un certain nombre d'équations différentielles qu'il est important de connaître et quasiment de résoudre à la main parce qu'elles servent de base, elles servent de référence. Lorsque vous avez ce genre d'équation dans un problème, immédiatement, vous savez ce que va donner le problème, comment va évoluer votre système. Ces équations différentielles, ce sont celles que j'ai mises ici. Ce sont des équations différentielles linéaires d'ordre n. Elles ont cette forme-là, c'est que vous avez la dérivée, pardon, vous avez votre fonction y, la dérivée et les dérivées secondes qui sont reliées comme ça par une relation de dépendance linéaire. C'est une combinaison linéaire, regardez bien. Y dérivé n plus là un coefficient y dérivé n moins une fois, plus un coefficient, etc. Ces coefficients, A0, A1, etc., jusqu'à n-1, peuvent ou pas dépendre du temps. En général, ils dépendent du temps, c'est des fonctions. Et puis, il y a un second membre qui dépend du temps également. Petite remarque, et c'est assez important, là, j'ai pas mis de coefficient. Alors, pourquoi j'ai pas mis de coefficient? Parce que si j'avais mis un coefficient, par exemple, je vais le mettre momentanément, je vais mettre an de t, j'ai un petit souci, c'est que cette fonction an de t, à un certain moment, elle peut s'annuler. Ce qui fait que dans mon équation, eh bien, j'aurai ce terme-là qui disparaît. Et mon équation dégénère. C'était une équation d'ordre n, elle devient une équation d'ordre plus petit. Et je ne sais pas lequel, puisque ce terme-là peut être nul, le suivant peut être nul, etc. etc. Donc en fait, c'est d'ordre n, puis tout à coup c'est d'ordre, je ne sais pas, puis ça revient d'ordre n. Théoriquement, c'est assez compliqué à résoudre. Donc, moi, dans le cours, pour résoudre le problème et pour ne pas l'avoir, hop, j'ai tout rayé et j'ai bien mis ici, attention, hein, là, c'est un facteur 1. Donc ça assure que le coefficient devant y, la dérivée énième de y, est non nul. Ça peut être une fonction quelconque non nulle, à ce moment-là, je divise par cette fonction, et donc le coefficient devant est 1. Sans surprise, l'équation homogène, c'est la même, mais le second membre, qui équivalait b de t, maintenant il vaut 0. Okay, et il y a un théorème très important sur ces équations différentielles-là, c'est que lorsque j'ai une équation différentielle linéaire homogène d'ordre n, son ensemble de solutions est un espace vectoriel. Je vais le démontrer. Ce n'est pas très difficile à démontrer. Et puis ça va faire un bon exemple d'application des espaces vectoriels, démonstration. Donc mon équation, je vous rappelle, elle est homogène. Hein. Donc c'est dérivée énième plus an-1 de t y dérivée n-1 plus etc. plus, et donc je finis par a1 y' de t plus A0, excusez-moi, c'est parce que je ne voulais pas écrire les choses comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas écrire les choses comme ça dans un instant. Donc c'est A1 de T Y'
plus A0 de t, y égale 0. Vous avez remarqué que je ne mets pas des y de t, y' de t, etc., parce que ça alourdirait l'écriture, mais n'oubliez pas que y', etc. sont des fonctions. Par contre, j'écris bien A0 de t, A1 de t, etc., parce que ici, je veux bien que vous compreniez que ce sont des fonctions. Ça n'apparaîtrait pas si je ne le mettais pas. Voilà. Alors pour montrer, montrons que E0 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions dérivables n fois de, définies de i à valeur dans R. Pour cela, je vais d'abord montrer qu'il est non vide, mais ça c'est très facile. La fonction y de t égale 0, c'est la fonction nulle en fait, hein, est bien solution de E0. Il n'y a pas de problème. Donc E0 n'est pas vide. Différent de l'ensemble vide. Deuxième point, je vais prendre deux solutions, soit y1, y2, deux éléments de mon ensemble de solutions. Je ne sais plus comment je l'ai. Alors, attends, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas. Ici, c'est pas E0, c'est S0. C'est S0 l'ensemble de solutions, c'est pas E0. E0, c'est l'équation. Donc, soit y1, y2, deux éléments de S0. Alors ici, je vais profiter de mon privilège de l'iPad. Avant, j'avais le privilège du tableau, maintenant j'ai le privilège de l'iPad. Voilà, je vais me prendre cette équation-là, je vais la copier, et puis je vais la recopier deux fois, ici. Comme on fait. Une première fois, hop, et une deuxième fois, hop, voilà. La première fois, c'est pour y1, et la deuxième fois, c'est pour y2. Et donc, je vous rappelle, pour montrer que c'est un espace vectoriel, je dois montrer que la somme de y1 et de y2 est dans S0, puis que le produit de y1 par lambda est aussi dans S0. Et je vais faire ça d'un seul coup, donc je vais prendre lambda appartenant à S0, et je vais faire ce que je fais très souvent quand j'ai des équations de cette forme-là. Je vais multiplier la première ligne par lambda, la deuxième, je ne la change pas, et j'additionne ces deux lignes-là. Et qu'est-ce que ça me donne? Alors là, je ne peux pas utiliser mon privilège de l'iPad, il faut que j'écrive tout à la main, mais ce n'est pas très difficile. Eh bien, je vais avoir lambda fois y1, dérivée énième, plus y2, dérivée énième. Et ça en fait, ça n'est rien d'autre que lambda y1 plus y2, dérivée énième. Plus, je continue, et là, je vais mettre an-1 facteur, an-1 de t, facteur de lambda y1 dérivée n-1, plus y2 dérivée n-1. Voilà, plus, et puis je continue comme ça, plus, et à la fin, j'ai A0 de t, y1 plus y2, j'ai oublié le lambda, je le mets, voilà. Et de l'autre côté, c'est égal à 0. Et vous avez reconnu que ici, c'est pareil, là, j'ai la dérivée n-1 de lambda y1 plus y2. Voilà, plus, et jusqu'à la fin, A0 de t, lambda y1 plus y2. Et de le second membre, c'est égal à 0. Et vous constatez que c'est exactement l'équation E appliquée à donc lambda y1 plus y2 est bien un élément de S0 puisque elle vérifie bien l'équation différentielle. Vous me dites s'il y a un truc qui vous échappe. J'attends un petit peu les questions, mais s'il n'y en a pas, je continue. Cette structure d'équation différentielle et cette méthode de calcul, je vais l'appliquer très souvent par la suite, vous allez voir ça. Vous l'avez déjà appliqué en physique peut-être, ça s'appelle le principe de superposition. J'en parlerai. Alors, ce théorème-là s'applique à une équation différentielle homogène, d'accord? Le second membre, là, vaut 0.
Qu'en est-il pour une équation différentielle qui n'est pas homogène? Une équation différentielle qui n'a pas de second membre? Alors, ce théorème, le théorème qui arrive, est très important. Il vous explique comment on va s'organiser pour résoudre nos équations différentielles dans toute la suite du chapitre. Toute la méthode est là. Après, il y a d'autres petits détails, mais ce sont des détails calculatoires. OK? Alors, d'abord, je vais énoncer ce théorème. Oui, bien sûr, pas de problème. Donc, je suis en train de parler du théorème suivant, hein. Les gens qui ont fini de copier, vous l'avez sous les yeux. Je vais d'abord énoncer ce théorème, je vais prendre le temps de le démontrer, et ensuite, je vais vous expliquer en quoi il est important et en quoi il fonde la suite. Alors, ce théorème, je vais remonter, hein, parce que je dois le lire. Très bien, merci. Donc j'ai E, une équation différentielle linéaire, le mot linéaire est important, d'ordre n. Son ensemble de solutions s'écrit de la forme suivante. À l'intérieur, je vais avoir y0. Ah, alors, il y a un petit. Là, c'est un y, voilà. Je vais avoir y0. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, d'accord, j'ai compris, pardon. Parce que j'ai fait une faute de frappe et je ne comprenais pas ma faute de frappe. Et c'est ici, elle est là, ma faute de frappe là. C'est un y0 à cet endroit-là. Ok. Je vais vous le mettre, je vais le mettre en couleur. Voilà. Alors, je reprends parce que j'étais déconcentré. Donc, son ensemble de solutions est de la forme z plus y0. Y0 va varier à l'intérieur de l'ensemble. Z va être constant pour tout l'ensemble. Et qu'est-ce que c'est Z? Eh bien, Z, c'est une solution de E. Une solution particulière. Tandis que S0, c'est l'ensemble des solutions de l'équation homogène, ici. Je reprends. Une solution de E va s'écrire comme somme d'une solution particulière. Particulière, ça veut dire que je la particularise. Je vais en prendre une, je vais la choisir et je ne vais plus la changer. Donc, toute solution de E est somme d'une solution particulière et d'une solution de S0. Et là, je ne sais pas ce que je vais prendre comme solution de S0, mais c'est une solution de S0. Voilà, de E0. OK? Et donc, en fait, la partie variable dans cet ensemble, elle est là. Ça, c'est constant. L'image que vous devez avoir, c'est l'image mentale qu'on peut en avoir, hein, c'est qu'il y a un point fixe qui est Z, et puis il y a là par exemple, hein, ensuite je vais lui additionner, et l'ensemble Z plus Y0, voilà, je vais parcourir comme ça mon ensemble de solutions S. Bon, je ne fais pas trop ce genre de dessin parce que c'est un peu de la géométrie. Parfois il y en a qui ont un peu de mal. Alors, démonstration. Alors, dans cette démonstration, je vais poser deux ensembles. Je vais poser donc S, c'est l'ensemble des solutions de E, d'accord? Et je vais poser l'ensemble A qui va s'écrire. Alors attendez, je vais continuer à poser mes notations. Je vais prendre soit Z appartenant à S, je ne le bougerai plus, d'accord? Il est fixé pour toute la suite, quelconque, hein, voilà, mais un seul. Et je vais poser A, l'ensemble des fonctions qui s'écrivent Z plus Y0 avec Y0 appartenant à S0. S0 étant l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Mon but, c'est de montrer que A égale S. Pour montrer que A égale S, je vais le faire en deux sens. Je vais d'abord montrer que A est inclus dans S, puis ensuite que S est inclus dans A. Commençons par le sens le plus facile. Montrons que A est inclus dans S. Alors, pour montrer que A est inclus dans S, je vais prendre Y, un élément de A, je vais montrer qu'il est dans S. C'est-à-dire, je vais montrer que Y est solution de E. D'accord? Alors, Y s'écrit Z plus Y0, avec Y0 appartenant à S0. Et maintenant, pour montrer que Y est solution de E, je vais le mettre dans l'équation E, puis il faut que je trouve la bonne réponse. Hein. On a, alors, je prends mon élan, donc, hop, la dérivée n plus an-1, la dérivée n-1, plus, etc., plus a1, j'ai oublié le 2t tout à l'heure, vous allez le mettre, voilà. Hop. Voilà. Plus a0 de ty
égale, bah, je le calcule, hein, je veux trouver B de t, on verra bien. Alors comment je vais le calculer? Eh bien, je vais dire que y c'est z plus y0, voilà, dérivée énième, plus an-1 de t, z plus y0, dérivée n-1, plus etc., plus a0 de t, z plus y0, voilà, je continue mon calcul. Donc mes dérivés, je vais les développer. C'est parti. Ça me fait z la dérivée énième. Je vais mettre tout ce qui est en fonction de z tout seul dans un coin. Voilà. Z dérivée n-1, etc. Plus a0 de t, z. Et puis tout ce qui dépend de y0 tout seul dans son coin. y0 de n, dérivée énième, pardon, plus an-1 de t, y0 dérivée n-1, plus, etc., etc., plus a0 de t, y0. Je continue mon calcul. Alors maintenant, j'ai quasiment fini en fait, puisque tout ça c'est égal à b de t, car z est solution de E. Et tout ce morceau-là vaut 0, car y0 est solution de E0, l'équation homogène. Okay, ce qui fait que mon calcul, quand je l'avance, ça va me donner tout simplement égal b de t plus 0. Et voilà, regardez, je vais souligner ce qui m'intéresse, je vais surligner ce qui m'intéresse. Ça, c'est l'équation E appliquée à Y, et à la fin, ça donne B de t. Et voilà, je viens de prouver ce que je voulais. Hein. Donc, Y, solution de E, c'est-à-dire que Y appartient bien à S. Le A0 de t, Y0 doit être écrit avant le signe égal. Oui, c'est juste que j'ai pas eu la place pour finir ma ligne. Donc, c'est plutôt égal ici, en fait. C'est long à écrire, mais c'est facile à comprendre. Hein, parce qu'à chaque fois, c'est l'équation différentielle qui est cette espèce de longue combinaison linéaire. C'est tout. Hein, c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc j'ai pris, je viens de montrer que A est inclus dans S, puisque j'avais un élément de A et j'ai montré qu'il était dans S. Maintenant, je vais montrer que S est inclus dans A. On y va. Alors pour montrer que S est inclus dans A, je prends un élément de S, soit Y appartenant à S, et je veux montrer que Y s'écrit Z plus un élément de S0. Alors c'est vraiment pas dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire encore une fois mon équation différentielle. Voilà, donc je vais mettre plein de pointillés maintenant parce que je crois que vous avez compris. Voilà. Donc là, je vais mettre, dites-moi, A0 de t, Y, et c'est égal à B de t. OK. Z, la solution que j'ai fixée depuis le départ, il faut quand même que je dise qu'elle existe et puis qu'elle a des propriétés. Donc elle vérifie évidemment la même équation différentielle. Voilà. Donc là, j'ai Z0 de t, Y. Et là, ça fait... Ah, pardon, c'était pas Y, c'était Z. Je corrige. Hein. Et puis, pendant qu'il y en a qui recopient, il y en a un qui va me dire ce que je fais avec ça. J'espère que vous avez deviné, non? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces deux lignes? Vous avez une idée particulière? Ouais, bravo, hein, Morgane, vous avez compris. J'espère que vous n'êtes pas la seule. Soustraire, soustraire. Bah oui, effectivement, hein, on a très envie de soustraire ces deux lignes. Parce que si je soustrais mes deux lignes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y moins z dérivée énième plus an-1 de t y moins z dérivée n-1 plus etc. plus, je sais pas ce que fait mon z0 ici. Voilà, c'est a0. a0 de t y moins z, et puis le second membre, il va donner 0. Et donc vous vous rendez compte que du coup, y moins z est bien une solution
de l'équation homogène, c'est-à-dire que y moins z appartient à S0. Donc en fait, il existe y0 appartenant à S0 tel que y moins z égale y0. Et donc ça me fait, hop, je change de page, voilà. Hein, donc ça revient à dire que y égale z plus y0. Et voilà, c'est ce que je voulais démontrer. Hein. Donc, y appartient bien à A, bien un élément de A. Voilà, c'est ce que je voulais. Ainsi, finalement, tout calcul fait, S égale. Pourquoi Z0 juste avant B de T? Oui, j'avais fait une faute de frappe, j'avais fait une faute d'écriture. Oui, c'est bon. Alors, pourquoi c'est très important? Parce que ça me donne une méthode de résolution des équations linéaires. D'accord? Alors, ça me donne donc une méthode de résolution d'une équation linéaire. Ça va être une méthode en 3 étapes. Dans les 2 premières étapes, je vais calculer l'ensemble des solutions de l'équation, indépendamment des conditions initiales, c'est-à-dire juste l'ensemble de toutes les solutions possibles. Et dans la 3e étape de la méthode, je chercherai une solution explicite, mais j'ai besoin qu'on me donne des conditions initiales. Alors, quelles sont les 2 premières étapes? Ben, la première étape, ça va être de résoudre l'équation homogène. Alors, on peut voir les choses de 2 façons différentes. Elle est plus facile parce que l'équation est homogène, donc bon, bah, avec un 0 de l'autre côté, c'est plutôt simple, mais elle est difficile parce qu'il me faut toutes les solutions de l'équation homogène. Alors là, heureusement, c'est le moment où on aura des bonnes méthodes et je vous les montrerai un petit peu plus tard. Donc résoudre l'équation homogène, donc avec bah, les méthodes du cours. Deuxième étape, c'est de trouver une solution de l'équation particulière de l'équation. Alors là, c'est pareil, il y a du... Alors ça, l'équation homogène, n'oubliez pas, elle s'appelle E0. Là, c'est l'équation E, hein, c'est l'équation avec un second membre. Alors là, pareil, il y a un côté facile, un côté difficile. Le côté facile, c'est que j'ai juste besoin de trouver une solution. Le côté difficile, c'est que maintenant, mon équation, elle a un second membre. Donc, parfois, enfin, ce second membre, il peut compliquer les calculs. On verra ça. Et puis la 3e étape, c'est dans cet ensemble, dans l'ensemble de solutions, dans l'ensemble des solutions, trouver celle, alors celle, je vais mettre un pluriel, parce que pour le moment, a priori, il y en a peut-être plusieurs, mais on verra qu'il n'y en a pas souvent plusieurs, celle qui vérifie, entre parenthèses, un pluriel, les conditions initiales. Et nous verrons, c'est le théorème de Cauchy, qu'en général, si les conditions initiales sont bien posées, par exemple les conditions de Cauchy, eh bien, il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y a qu'une seule solution, mais pour le moment, ça ne paraît pas évident. Ah. Alors, je passe à la suite, c'est bon, je peux? Alors, eh bien, nous commençons par une méthode de résolution des équations linéaires du premier ordre. Nous allons quasiment complètement régler le problème. On appelle, sans surprise, une équation différentielle linéaire du premier ordre, une équation différentielle du type y' plus a de xy égale b de x. Alors oui, j'ai changé, avant c'était t, maintenant c'est x, la variable. Bon, allez, pour vous habituer un petit peu, c'est pas très important, j'ai gardé y pour l'inconnu. Hein, où a et b sont 2 fonctions continues d'un intervalle i qui doit être donné dans l'énoncé dans R.
Alors attention, A et B sont continus, vous allez voir pourquoi c'est important dans la suite. Et n'oubliez pas que I est toujours un intervalle. Alors nous allons donc résoudre nous allons donc, je vais vous apprendre à résoudre ces équations. Voilà l'ensemble des solutions, hein, de l'équation homogène. J'ai déjà dit que la première étape, c'est résoudre l'équation homogène. Voilà l'ensemble de solutions. Ça s'écrit grand C exponentielle moins A de x et grand C, alors je me suis un petit peu trompé là, tiens, c'est bizarre. Grand C varie à l'intérieur de l'ensemble, hein. D'accord? Et ça ne va pas là. Je corrigerai ça. Alors, d'où sort cet ensemble de solutions? Eh bien, je vais vous démontrer ce théorème de 2 façons différentes. De façon pas rigoureuse, mais j'espère que vous allez comprendre, et puis de façon rigoureuse, et j'espère que vous allez être convaincus. D'accord? Alors la façon pas rigoureuse, vous faites pas ça en colle si on vous le demande, et cetera. C'est pas sérieux, hein. Mon équation différentielle, c'est y' de x plus a de x, y de x égale 0. Et je vais me faire ça à la mode, des physiciens. C'est-à-dire que je ne vais pas me soucier trop de, si les choses existent, si je peux les calculer et cetera. Je vais faire comme si il n'y avait aucun problème nulle part, parce que je suis dans la vraie vie, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas tout à fait exact. Mais si je la résolvais, vraiment salement, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait que j'écrirais que, y' égale moins a de x, y de x. Puis après, je dirais que y' sur y, c'est moins a de x. Et puis après, ben, je passerai à la primitive des deux côtés. Une primitive, voilà, égale moins, comme ça. Une primitive de y' sur y, ben, c'est log de y. OK? Et puis de l'autre côté, bah, une primitive de petit a, je vais l'appeler grand A, moins grand A de x. D'accord? Et puis deux primitives ne sont jamais égales exactement, elles sont toujours égales à une constante additive près, donc hop, hop, je mets plus constante. Et donc du coup, ben, je vois que y va être de la forme exponentielle moins a de x plus constante, donc fois exponentielle de constante, comme ça. Donc ça, je peux l'écrire, ma constante qui est ici, ben, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler grand C, et voilà, moins grand C exponentielle moins grand A de x. Voilà, bon. C'est pas joli, je suis pas fier de moi, j'ai fait un peu de physique, c'est pas grave, j'aime bien ça, c'est vrai. Mais là, vous voyez la masse, pourquoi je suis pas fier de moi, vous voyez la masse de soucis, je vous avais dit, ah, faut jamais faire ça. Je divise par y comme si de rien n'était, d'accord? Je prends un log sans me soucier du signe, je mets même pas de valeur absolue, est-ce que les primitives existent? Enfin bon, bref, c'est l'horreur. Alors, je vais pas faire comme ça, je vais faire une démonstration un petit peu plus rigoureuse, mais un peu moins satisfaisante aussi, parce qu'on me demande d'où sort cet ensemble. Donc, j'ai toujours S0, l'ensemble de solutions, et puis je vais appeler grand A mon ensemble bah, des fonctions de la forme y, donc définie de i à valeur dans R, qui a x associe grand C exponentielle A. Non, je me suis trompé dans mes notations, mais c'est pas grave, je vais le corriger, avec grand C 1 réel. Voilà, ça, tout ça, c'est dans l'ensemble. Je l'ai appelé grand A alors que grand A, j'ai déjà utilisé, je m'excuse. Euh, voilà, je vais l'appeler grand B, cet ensemble. Voilà, c'est pas très original. Et je vais montrer, hein, montrons que B égale S0. Alors, pour montrer que B égale S0, hop, c'est parti. Eh bien, je vais prendre un élément de B, je vais montrer qu'il est dans S0, hein, etc., etc. Et je vais commencer par montrer, donc, par exemple, que B est inclus dans S0. Alors, c'est pas très difficile. Je prends une fonction, soit y, un élément de B, c'est-à-dire y de x égale grand C exponentielle moins a de x, voilà, avec C appartenant à R. Bon, ben, grand A, c'est la primitive de quelqu'un, donc cette fonction-là est dérivable, y est bien dérivable, et sa dérivée, y' de x, ben, ça se dérive comme une composée de deux fonctions, ça me fait moins grand A' de x, c'est exponentielle moins a de x, puisque la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. La dérivée de grand A', c'est petit a, et donc ça me fait moins petit a de x. Et ça, ce truc-là, bah, c'est y. Voilà. Donc je peux constater que y' plus
A de xy est égal à 0. Ce qui veut bien dire que y appartient à S0, ce que j'avais annoncé. Ok. Montrons maintenant que S0 est inclus dans B. Alors, soit Z un élément de S0. Y, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Z. Décidément, je ne suis pas en forme sur mes noms aujourd'hui. Alors, pour montrer que Y a bien la forme qui m'intéresse, je vais faire une transformation qu'on fait très souvent dans les équations différentielles. Je vais changer d'inconnu. Je vais prendre une fonction annexe que je vais déduire de Y, et j'espère que cette fonction annexe va vérifier une équation différentielle plus simple que celle que je cherche de vérifier, que je cherche à résoudre, pardon. Alors, la fonction plus simple, ça va être z égale y de x exponentielle grand A de x. Voilà. C'est ma fonction, je pose ça, c'est comme si je faisais une sorte de décalage, un changement, c'est pas un changement de variable, parce qu'ici la variable c'est x, c'est plutôt un changement d'inconnu. Avant c'était y, maintenant c'est z. Et je vais chercher une équation différentielle vérifiée par z. Alors, z est bien dérivable, d'accord? Et pour tout x dans i, je vais dériver donc z comme comme un produit de dérivée, hein, ça fait y' de x exponentielle grand A de x plus y de x grand A' de x exponentielle de A de x. Donc z' de x, je recopie ici. Bon, y' de x, ben, y' de x, je sais que y' de x, c'est tout simplement y' de x, c'est tout simplement moins a de x, y de x, car ça c'est parce que y est solution de l'équation homogène, hein, d'accord? Donc là, je vais en profiter, je vais remplacer y' de x par moins a de x, y de x. L'exponentielle ne bouge pas. Ici, y de x, je ne le bouge pas. Et puis grand A', ben, je vous rappelle que grand A, c'est une primitive de petit a. Donc grand A', c'est petit a de x. Et voilà, c'est pas vraiment une surprise, tout s'annule, ça fait 0. Je vous avais dit, hein, je voulais que z vérifie une équation différentielle plus simple que celle de y. Et ben, effectivement, elle est plus simple puisque sa dérivée est nulle. Ça veut donc dire que sur l'intervalle i, z est constante. Donc, il existe grand C appartenant à R, tel que quel que soit x appartenant à I, z de x, qui, je vous le rappelle, est égal à y de x exponentielle a de x, ben ça, c'est égal à C. Et ben voilà, j'ai démontré mon résultat. J'ai y de x qui est égal à grand C exponentielle de moins a de x. Ainsi, je viens donc de vous prouver que un élément de S0, attendez, je suis où moi? C'est ça. Je viens de vous prouver qu'un élément de S0 était bien de cette forme-là. Donc un élément de S0 est bien un élément de B. Voilà. Et donc, eh bien, S0 a bien la forme que j'avais annoncée. Voilà, je n'ai pas traîné, je voulais en arriver là aujourd'hui en cours, mais j'ai pas fini parce que maintenant je vais vous donner 2 exemples. Et j'ai mis les exercices à chercher pour demain. Je vous ai mis des petits exercices à faire pour demain. Je vais vous les redonner. Vous pourrez chercher, j'ai mis les indications hein, sur la Classroom, l'exercice 3 et le début de l'exercice 2. Alors, ce sont des équations, donc là, qu'on résout de cette façon-là. Vous pourrez utiliser les exemples que je vais donner pour faire les exercices. Alors, un exemple
faudrait que j'ai un gros tampon trivial, un exemple vraiment trivial, mais très important à comprendre. Je me place sur l'intervalle, R, je prends K, un réel quelconque, et je résous l'équation y' égale KY. C'est-à-dire la dérivée est proportionnelle à la fonction. Et je vais le résoudre, donc c'est-à-dire, en fait, j'ai y' moins KY égale 0, d'accord? Donc ici, vous avez, on ne l'écrit pas ça, hein, mais je vais l'écrire pour que vous compreniez. Là, voilà ma fonction a de x. A de x, c'est moins k, d'accord? Alors, vous n'avez pas grand-chose à faire pour, quand vous avez ce genre de fonction à résoudre. Vous avez simplement à dire que, donc, calculons, alors même, j'ai même pas de calcul à faire là. On va simplement dire qu'une primitive de la fonction qui a x associe moins k et eh ben, je prends la fonction kx associe moins k de x. Donc, l'ensemble de solutions et voilà, j'ai fini. Je balance direct, hein. S0 égale, donc l'ensemble des fonctions y de R dans R qui a x associe grand C exponentielle. Alors attention, l'erreur classique, hein, c'est que là, la primitive, c'est moins k de x, et là, je mets moins la primitive, donc plus k de x, avec C appartenant à grand R. Hein, attention, hop. Ça, c'est grand, excusez-moi, ça, c'est grand A de x, mais là, je mets moins grand A de x. Non, k est une constante, donc c'est pas k de x, c'est k. C'est parfaitement volontaire. J'ai bien mis une fonction constante. Donc c'est moins k fois x. Et là, c'est k fois x. C'est l'équation typique. On parle beaucoup en ce moment, au début d'une épidémie, d'un phénomène exponentiel, d'une population qui croît exponentiellement. Eh ben, c'est exactement ce que je viens de résoudre, d'accord? C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, désolé, on doit vous tanner avec les épidémies, c'est une horreur en ce moment, mais je pense que ça vous intéresse aussi. Si vous dites que le nombre de personnes infectées par une unité de temps est proportionnel au nombre de personnes déjà infectées, c'est-à-dire par exemple, vous avez 100 personnes infectées, il y en a 10 qui vont transmettre la maladie, il y en a 10% qui vont transmettre la maladie à chaque fois, d'accord? Eh bien, vous avez à ce moment-là une équation différentielle de cette forme-là, et donc les solutions, c'est I égale C exponentielle KX. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une croissance exponentielle du nombre d'infections. OK? Alors, c'est pas un modèle crédible pour plein de raisons. Bah, parce que d'abord, c'est pas proportionnel au nombre de personnes infectées, c'est aussi proportionnel au nombre de personnes dans la population, hein, donc c'est pas tout à fait crédible. Mais voilà, mais au démarrage, en tout cas, c'est assez crédible, et c'est pour ça qu'on observe des démarrages exponentiels, c'est-à-dire très très rapides comme ça. Ok. Bon, c'est pas les seuls phénomènes, hein. Il y a énormément de phénomènes qui commencent de façon exponentielle, parce que au début, ben, il est assez crédible de supposer que la dérivée est proportionnelle à la fonction elle-même. Un exemple un petit peu, vous avez des questions? Je vous laisse les poser dans le chat si vous en avez, hein. Je vous donne un exemple un petit peu moins simple, qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe et d'attaquer les exercices. Voilà. Je vous propose de vous placer sur l'intervalle 1 plus l'infini et de résoudre l'équation différentielle y' plus x sur x moins 1 y égale 0. OK? Donc vous avez compris que, on ne l'écrit pas, mais je l'écris pour que vous suiviez, hein. Ça, ce sera ma fonction a de x. Et donc la première chose que j'ai à faire, c'est de trouver une primitive de a de x. Quelqu'un me dit comment je trouve une primitive de a de x? Traînez pas parce que ça va bientôt s'arrêter. Je voudrais finir l'exemple. Comment on trouve une primitive de a de x? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais maintenant?
Intègre, oui, pas mal. Donc Morgane me dit intègre. J'imagine x sur x moins 1. Vous pouvez me donner les bornes, Morgane ou quelqu'un d'autre? 1 et x, 2 et je sais pas. 1 et infini, Alexis, toujours. Alors, je suis d'accord avec vous, 1 en 2, vous avez raison. Par contre, je ne suis pas d'accord avec petit x, puisque, regardez, j'ai utilisé x comme variable d'intégration. Donc là, je ne peux pas utiliser x ici, c'est pas possible. J'ai besoin d'une nouvelle. Je vais l'appeler grand x. Hein, ou alors, oui, c'est ça, ou t. Ou alors, je vais faire ce que je préfère faire moi personnellement. Ça vous dérange pas? Bon, vous l'avez peut-être déjà écrit, je suis désolé. Moi, je préfère garder x ici, parce que, voilà, j'intègre de 2 à x, mais par contre, t sur t-1 dt. Alors, peu importe, faites comme vous voulez, hein, c'est pas grave. Mais important, c'est ici d'avoir une variable d'intégration et là, une autre variable. Et donc ça va me faire grand A de x. OK. Bon, bah maintenant, il faut calculer, il faut trouver une primitive de cette fonction-là. Des idées? Des idées qui marchent, s'il vous plaît? Une primitive de t sur t-1. Alors, changement de variable, c'est gentil, mais il faut me dire quel changement de variable. Sinon, je peux pas suivre. Quelqu'un d'autre, une autre idée? Intégration par partie. Pareil, je veux bien, mais il faut me dire quelle intégration par partie. Ah, la séparation semble avoir vos préférences. Enfin, j'ai 2 séparations pour un changement de variable et une IPP. Alix, quel changement de variable? Oui. Alors Morgane, elle me donne carrément. Non, je pense pas que ce soit bon, Morgane. Ah, U égale 1 sur T. Non, alors à ce moment-là, moi j'aurais plutôt fait le changement de variable. Alors, je donne la réponse. Moi, la réponse que je préfère, c'est séparer en deux, comme Marie-Lou l'a proposé. Pardon, comme. Oui, c'est ça, Marie-Lou a proposé. J'espère que c'était l'idée qu'avait Pauline. Mais je vais néanmoins faire un changement de variable parce qu'ici, il y en a un qui marche bien. C'est faire U égale T-1. Ben oui, parce que si U égale T-1, donc T plus 1 égale. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. T égale, hop, T égale U plus 1. Et puis dt, c'est du. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me fait intégrale de 1 à x plus 1. Donc, t, c'est u plus 1 sur u du. Alors, pourquoi c'est sympa? Parce que maintenant, regardez, comme j'ai u plus 1 sur u, ben là, à séparer, c'est tout à fait évident. Tout le monde va trouver, quoi. L'intégrale de 1 à x plus 1, de 1 plus 1 sur u du. Voilà, comme ça. Ou alors, on séparait tout de suite, hein, finalement, c'était peut-être plus simple. Donc, primitive, u plus log de u à prendre entre 1 et x plus 1. C'est-à-dire que tout calcul fait, je vais trouver x plus 1 plus log de, je sais pas, je me suis pas trompé, x plus 1, voilà, moins 1. C'est bon. Moins 1, moins log de 1, c'est-à-dire 0. Et voilà, j'ai mon grand A de x qui vaut x plus log de x plus 1. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais dire donc, hop, il existe C appartenant à grand R tel que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, y de x est égal à, donc grand C exponentielle de moins, n'oubliez pas de mettre le moins x moins log de x plus 1, comme ceci. OK? Alors je vais simplifier un peu mon écriture, ça me fait C exponentielle moins x exponentielle de log de 1 sur x plus 1. Pourquoi je fais ça? Eh bien simplement parce que je trouve que quand je vois exponentielle avec un log dedans, moi exponentielle et log, je trouve que ça devrait s'arranger.
et donc tout calcul fait, je vais trouver C exponentielle de moins x sur x plus 1. Voilà. Heu, ou alors je peux écrire l'ensemble de solutions. Bon, peu importe, je peux l'écrire de 2 façons, hein, soit comme ça par un encadré, soit par un ensemble de solutions, faites comme vous voulez. Pareil, décidément. Comment pouvait-on séparer directement? Oui, je vais vous le mettre ici. Vous pouviez attendez, je fais un petit zoom. Là, vous pouviez aussi faire, t-1 plus 1. Toc, je reprends. Vous pouviez faire t-1 plus 1 sur t-1. C'est toujours l'idée de faire apparaître un multiple du dénominateur au numérateur. Un multiple du dénominateur au numérateur. Parce que comme ça, cette partie-là va simplifier avec le dénominateur. Ça va me faire, 1 plus 1 sur t-1. C'est pour ça que j'ai proposé le changement de variable, parce qu'il vous permet de faire ça de tête sans vous compliquer la vie. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, je termine par une petite animation. Je vous remettrai ça, vous inquiétez pas, puis vous l'aurez heu, sur Classroom, hein, ce cahier-là de notes. Alors à quoi ça ressemble? Eh ben, ça ressemble à ça. Voilà, là je vous ai mis, vous avez les fonctions, c'est les fonctions, la fameuse fonction, vous la voyez là, c'est f de x ici, je sais pas si ah bah, je peux pas, hop, voilà, bon, je peux pas, c'est celle-là, là, d'accord? Vous voyez, vous avez son expression algébrique, je peux pas cliquer, je peux pas vous montrer, ça m'ennuie. À gauche, f de x égale c exponentielle moins x sur x moins 1, et voilà, et donc quand grand C varie, eh bien ça fait une famille de fonctions, voilà, en vert, hein, ici, OK, et puis alors attention, il faut s'intéresser que entre 1 et plus l'infini. Il y a une branche, qui est définie sur moins l'infini 1, mais elle n'est pas dans mon ensemble de solutions, puisque j'ai dit que je me limitais à 1 plus l'infini, et voilà. Et donc la question qu'on va se poser, bah, au prochain cours, c'est que si j'ai un point A quelconque ici, est-ce qu'il y a une solution qui va passer par A? C'est ça la question que je vais me poser. Parce qu'en effet, A correspond à une valeur de X et une valeur de Y. C'est vraiment la condition initiale, la condition de Cauchy. Est-ce qu'il y en a une? Alors ici, je vais en trouver A. Alors c'est juste que mon slider ne me permet pas d'y aller, mais si je déplace A, par exemple, si je me mets là, ben là, c'est bon, je vais trouver une solution. Pas là, là. Là, je vais trouver une solution qui passe bien par A. C'est ce qu'on fera demain. On parlera des conditions initiales et on finira cette partie sur les équations différentielles du premier ordre. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Vous avez quelques exercices calculatoires simples à faire pour demain. Ça fait un petit entraînement. S'il y a des gens qui ont des questions, vous les posez. Et sinon, ben, à demain.